Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ceci est donc la dernière conférence de notre cycle 2010-2011. Et cette année, on voulait être très proche de la conjoncture et des préoccupations sociétales du moment. Et on voulait aussi, comme toujours, avoir un regard sur le futur. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'énergie et le climat, la pandémie et son origine, la financiarisation et ce qu'on peut faire, les propositions qui ont été faites à ce moment-là, et la problématique aussi des titans et de son futur. Autant de thèmes qui s'adressaient à la complexité de notre époque. Nous allons terminer notre réflexion ce soir sur un sujet d'une grande actualité et que la pandémie a rendu encore plus brûlant, le travail ou plutôt l'emploi. Nous nous rendons tous compte que le travail est bien plus qu'un gagne-pain. Il a une dimension de lien et surtout, il donne du sens. L'emploi devient précaire, la mobilité lui donne ou impose une dynamique nouvelle, tandis que globalisation et digitalisation le transforment, nourrissant l'inquiétude. Les parties prenantes qui impactent ces transformations ne partagent pas les mêmes objectifs. Et il est bien difficile aujourd'hui d'être précis sur les métiers de demain, dans un monde où nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'ils risquent d'être et travailler dans une grande incertitude pour qu'il soit celui que nous désirons, celui que nous aimerions qu'il soit. L'INSEAD, avec son Hoffman Institute for Business and Society, que dirige Catel Le Goulven, qui est ici, qui va travailler avec nous ce soir, a été créé précisément pour créer et partager du savoir et de la connaissance sur le rôle de l'action de l'entreprise au sein de la société, sur la fonction des organisations au service du bien commun. Le champ est immense. Le travail et l'emploi, qui sont encore la trame de la vie en société, occupent ainsi les travaux de certains de nos collègues. J'ai donc demandé à l'une de nos plus brillantes professeurs, Alexandra Roulet, de partager avec nous ce soir ses travaux sur ce sujet. Normalienne, avec un doctorat de l'Université de Harvard, membre du Conseil national de la productivité, Alexandra travaille depuis plusieurs années sur les problèmes du travail et de l'emploi. Elle va nous aider à mieux comprendre la dynamique de la situation en France et dans les pays de l'OCDE et à essayer d'anticiper ce qui risque d'arriver. Je vais lui passer la parole, mais je vous rappelle que vous pouvez lui poser des questions et que le docteur Catel Le Goulven résumera et présentera à Alexandra. Alexandra. Merci beaucoup, Henri-Claude, pour cette introduction. Je suis vraiment très heureuse de clore ce cycle de conférences. Et donc, nous allons parler du marché du travail ensemble avec une présentation qui arrive. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le marché du travail, en particulier aujourd'hui. J'ai essayé de structurer un petit peu les choses en deux temps. D'abord, on va évoquer certaines inquiétudes qui préexistent à la pandémie et notamment cette question en France en particulier du chômage de masse qui dure. Alors, j'ai décidé d'adopter un angle particulier qui est de se reposer cette question de l'éternelle crainte d'une fin du travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît un chômage de masse durable parce qu'on a vraiment à craindre dans le futur qu'il y ait moins d'emplois, en particulier du fait de l'automatisation, des robots, de l'intelligence artificielle, etc. Il y a bien sûr d'autres inquiétudes qu'on pourra peut-être évoquer dans les questions, la globalisation, etc. Mais on va essentiellement parler de cela dans la première partie. Et puis, dans un deuxième temps, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe en ce moment, et donc on va évidemment parler de l'impact de la pandémie sur le marché du travail, avec là deux questions que je voudrais aborder. La première, c'est celle de savoir si finalement, après les vagues sanitaires dont on n'est pas encore complètement sorti, mais dont on espère qu'on a vu le plus dur, est-ce que la vague économique n'est pas en fait devant nous ? Et pourquoi on se pose cette question ? Parce que depuis le début de la pandémie, l'État intervient très, très massivement pour amortir le choc économique.
Et donc, il est à craindre que quand l'État va se désengager progressivement, on ait une vague de faillites, de licenciements, etc. Donc, on va pouvoir aborder cette question. Et puis, on parlera enfin du télétravail, dont beaucoup de nous faisons l'expérience en ce moment. Est-ce qu'on peut estimer que le télétravail va rester après la pandémie? Et dans tous les cas, quels sont les effets du télétravail? Donc, comme je le disais, je vais d'abord commencer par les inquiétudes pré-pandémie et en particulier le chômage de masse. Donc, pour refixer un petit peu les choses, quelques chiffres. Donc, je parle essentiellement là de la France et je vous montre le taux de chômage de 1975 à nos jours. Donc, ce que vous voyez très nettement, c'est que, en fait, à partir de 1975, le taux de chômage a augmenté très fortement en France. On est passé de 3%, qui est en gros un chiffre de plein emploi qu'on avait connu pendant toutes les 30 glorieuses, à des chiffres autour de 8 à 10%. Et finalement, depuis les années 90, ça fluctue, mais on n'est jamais redescendu en dessous de 7%. Donc, c'est cette crainte-là qui est quand même assez présente en France, indépendamment du Covid. Et en particulier, ça concerne les jeunes. Donc, sur ce graphique, vous avez une courbe noire qui est la même courbe que ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire le taux de chômage pour la France dans son ensemble. Et ensuite, vous avez des courbes vert clair, vert foncé et grises qui vous donnent le taux de chômage par classe d'âge. Donc, ce que vous voyez très clairement tout de suite à vue d'œil, c'est que la courbe vert clair est bien au-dessus des autres. Ce que ça signifie, c'est que le taux de chômage pour les 15-24 ans est bien au-dessus du taux de chômage pour les autres classes d'âge et il se situe, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres très précisément, mais autour de 20-25%. Comment est-ce qu'on calcule ce taux de chômage? En fait, ça ne prend pas du tout en compte les étudiants ou les gens qui sont en formation, c'est vraiment parmi les personnes qui ont entre 15 et 24 ans et qui participent au marché du travail, donc en excluant ceux qui sont scolarisés ou étudiants, parmi ceux qui participent au marché du travail, qui souhaitent travailler, quelle est la proportion de gens au chômage versus qui ont un emploi? Et donc, on a 25% des jeunes qui souhaitent travailler qui sont au chômage et ça ne date pas d'hier. Comme vous le voyez, ça fait plusieurs décennies que ça dure. Donc, c'est évidemment la France est évidemment confrontée à des problèmes sérieux sur le marché du travail. Donc, je vous propose ici une citation que je vais vous lire. Et pendant que je la lis, je vous invite à essayer de deviner qui l'a écrite. Malheureusement, vous n'êtes pas dans la salle pour me donner vos réponses, mais n'hésitez pas à y réfléchir quand même. L'accroissement de l'efficience technologique a lieu plus vite que nous n'arrivons à faire face aux problèmes que pose l'absorption de la main-d'œuvre disponible. Nous souffrons d'une nouvelle maladie, à savoir le chômage technologique. Ce qui veut dire le chômage dû au fait que nous découvrons des moyens d'économiser l'utilisation du travail à un rythme plus rapide que celui auquel nous parvenons à trouver au travail de nouveaux débouchés. Bon, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le progrès technique nous permet d'effectuer des tâches qui étaient auparavant effectuées par des hommes ou des femmes. Ça remplace du travail et il faut trouver à cette main-d'œuvre disponible de nouvelles occupations, mais on le fait à un rythme moins rapide, donc ça crée du chômage. C'est ce qui est dit dans ce paragraphe. Alors, je vous donne la réponse. La réponse, c'est John Maynard Keynes qui a écrit ça en 1931. Pourquoi je vous donne cette citation? C'est pour vous montrer que cette crainte de la fin du travail, du fait que le progrès technologique pourrait nous créer un chômage durable, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas des années 90 et du début du chômage de masse en France, elle existe depuis très longtemps. Elle existe même avant 1931, elle existe dès la révolution industrielle au Royaume-Uni, en 1812, au début du 19e siècle, donc vraiment il y a très longtemps, où en fait, quand ont été introduits les métiers à tisser, les ouvriers du secteur textile au Royaume-Uni ont eu très peur pour leurs emplois et ils ont vu ces machines comme des concurrentes directes. Et donc, il y a eu tout un mouvement, le ludisme, qui consistait en fait à casser les machines de peur qu'elles viennent se substituer à leurs emplois. Aujourd'hui, on pense inévitablement au guichet à la banque, au guichet à la gare. Il n'y a encore pas si longtemps, on parlait à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est sur des machines. On va au supermarché. Là encore, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de caisse automatique et maintenant, c'est de plus en plus répandu.
Donc, il faut mettre les choses un peu en perspective. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre ces exemples historiques et bien comprendre qu'en fait, le progrès technique, ce n'est pas la cause du problème, au sens où, en fait, l'effet du progrès technique, il est double. Il a deux effets. Il y a un effet qui est celui que j'ai illustré avec ces machines, qui est que oui, les machines remplacent certains métiers. C'est vrai que certains emplois sont détruits du fait des machines. C'est ce qu'on appelle un effet de substitution. La machine vient se substituer à du travail auparavant effectué par des hommes ou des femmes. Mais il y a un deuxième effet qui va en sens inverse. Cet deuxième effet, c'est ce qu'on appelle un effet de productivité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, imaginez l'industrie automobile. On met sur les chaînes de production des machines. Qu'est-ce qui va se passer? Inévitablement, la production va devenir plus efficace grâce à ces machines. Et donc, le prix de production va baisser. On va pouvoir vendre les voitures moins chères parce que ça devient moins coûteux de les produire avec ces machines. Et donc, ce prix des voitures moins chères fait qu'on va consommer plus de voitures. Ça ne vaut pas que pour l'automobile, c'est de façon plus générale un raisonnement qui veut que souvent, lorsqu'on introduit des machines, on va pouvoir augmenter les échelles de production parce qu'en fait, il devient moins coûteux de produire. On peut vendre à plus bas prix. On vend donc plus et il y a une hausse de la demande des échelles de production et donc, in fine, une hausse de la demande de travail. Pourquoi? Parce que dans cette industrie automobile où vous avez mis des machines, oui, l'ouvrier qui, avant, effectuait cette tâche, son emploi est détruit. Mais si l'industrie ou l'entreprise en question est en croissance et qu'elle vend plus à plus grande échelle, il va y avoir tout un tas d'autres emplois dans cette entreprise qui ne sont pas directement les emplois sur cette chaîne de production, mais qui sont les emplois d'encadrement, les emplois de techniciens, d'autres emplois qui n'ont pas été mécanisés, qui vont, eux, puisque l'entreprise augmente, qui vont, eux, prendre de plus en plus de place. Donc, il y a ces deux effets. Il y a le fait qu'il y a des effets de substitution, des emplois détruits, mais le fait qu'il y a des gains de productivité qui ont tendance à pousser l'emploi à la hausse. Alors, quand il y a deux forces contraires, la question, c'est laquelle domine, évidemment. Et je dirais que c'est plutôt l'effet de productivité, c'est-à-dire la force positive. Il y a plusieurs études, sans rentrer dans le détail, mais notamment sur le cas de la France, qui montrent assez clairement ce que je viens de vous expliquer précédemment, c'est-à-dire le fait que quand des entreprises ont recours à l'automatisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en moyenne, elles voient leurs effectifs augmenter, alors même qu'elles automatisent. Et la raison, c'est que leur chiffre d'affaires, en fait, augmente. Ce sont des entreprises en croissance. Et donc, au final, même si elles automatisent certaines tâches, globalement, il y a de la croissance, les effectifs augmentent, il y a des embauches. Alors, sur les faits au niveau agrégé, il y a on va dire encore un petit peu au sein des économistes un débat, parce que certains vous diront que la croissance de ces entreprises qui automatisent peut se faire au détriment des concurrents. Et donc, peut-être que cette entreprise crée des emplois, mais elle devient en position dominante et tous les concurrents qui vont, eux, devoir faire faillite ou licencier. Donc ça peut être à nouveau un effet négatif. Empiriquement, sur le cas de la France, il y a une étude assez récente de Philippe Aghion, Céline Antonin, Simon Bunel et Xavier Jaravel qui a tendance à montrer que l'effet de productivité domine également au niveau sectoriel. Donc, je vous invite à retenir que, voilà, évidemment, ça dépend un petit peu des cas, etc., mais cet effet de productivité, il est quand même très présent. Il y a une question qui peut se poser, qui est de savoir, bon, c'est très bien cette histoire de machine, etc., mais est-ce qu'on en est vraiment là? Est-ce qu'on n'en est pas plutôt à l'âge de l'intelligence artificielle? Et alors là, quand même, ça devient de plus en plus inquiétant. Alors, je n'ai pas réponse à tout, donc c'est un peu tôt pour dire vraiment l'effet de l'intelligence artificielle, même si j'ai tendance à être optimiste. Je vous montre sur ce slide une étude qui en fait essaye de reproduire un peu le même genre d'analyses qui ont été faits pour les robots et les machines dans l'industrie automobile, etc., mais avec l'intelligence artificielle et qui a tendance à ne pas vraiment trouver d'effet significatif. Donc, c'est-à-dire que cet effet positif que je vous décrivais, où quand une entreprise se dote de machines, elle croît et elle embauche, etc., pour l'intelligence artificielle, quand une entreprise
a recours à l'intelligence artificielle, on ne voit pas tellement d'effets sur l'emploi, ni positifs ni négatifs. Mais enfin, globalement, c'est assez difficile de vraiment... on n'a pas encore beaucoup de certitudes sur le sujet. Simplement, la raison pour laquelle je reste optimiste, c'est que quand on regarde, et c'est ce que je disais au début, toutes les vagues technologiques précédentes, on voit qu'il n'y a jamais eu cette fin du travail qu'on a craint. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour ces industries du textile, pour toutes les vagues technologiques qu'on a connues? C'est que oui, des emplois ont été détruits, mais d'autres ont été créés. Et bien souvent, au moment où les emplois sont détruits, on n'arrive pas à imaginer les emplois de demain. Les ouvriers ludites qui cassaient les métiers à tisser au XIXe siècle étaient bien loin de penser à la diversité des métiers qui existent au XXIe siècle. Mais et même à plus court terme, aux métiers qu'ils ont pu éventuellement exercer 20 ans ou 10 ans après la révolution industrielle. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à imaginer les emplois de demain qu'il n'y en aura pas. Et je pense que c'est vraiment assez important de comprendre qu'il ne faut pas craindre le progrès technique. Bon. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire oh, bah, tout va bien. Parce qu'il y a quelque chose de très, très important, au moins aussi important, c'est le fait qu'il y a indéniablement des gagnants et des perdants. Ça veut dire que c'est pas forcément, pour les personnes dont les emplois sont détruits, ce n'est pas forcément facile d'aller trouver un nouvel emploi qui est créé. On n'a pas forcément les bonnes compétences, c'est toute une reconversion à faire, c'est des choses qui sont compliquées. Quels sont les emplois aujourd'hui qui sont détruits, qui sont créés? Eh bien, les économistes parlent de polarisation du marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez tous les métiers un peu classés par ordre de salaire. Les métiers qui ont tendance à être détruits, c'est un peu les métiers du milieu, les métiers qui payent, on va dire, à peu près au milieu de la distribution des salaires. Les métiers qui sont créés, c'est-à-dire les métiers pour lesquels il y a de la forte demande, c'est les métiers aux deux extrêmes. Donc, à la fois les métiers très payés, très qualifiés, les cadres, les techniciens, toutes ces professions-là, elles sont en forte demande. Elles ont tendance à croître au cours des dernières décennies. Et à l'autre bout, les métiers peu rémunérés. Service à la personne, service aux personnes âgées, soins, garde d'enfants, surveillance, nettoyage, toutes ces tâches qui ne sont pas forcément très bien rémunérées sont aussi en forte demande. Donc, le sujet, en fait, c'est pour les personnes qui avaient des emplois qui étaient un peu au milieu et qui sont des emplois un peu menacés, eh bien, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Bon, on pourrait, donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit on voudrait faire en sorte qu'ils montent en qualification et qu'ils puissent occuper les emplois plus qualifiés qui sont créés. Donc, par exemple, si on reprend même les ouvriers textiles dont les métiers à tisser venaient prendre le travail, eh ben, qui deviennent contremaîtres, qui supervisent la production, etc., qui montent en qualification. Donc ça, c'est généralement ce qu'on essaye de faire. Dans le cas de la situation d'aujourd'hui, il y a aussi une alternative qui pourrait consister à dire il suffirait de mieux payer les métiers qui sont dans le bas de la distribution des salaires actuellement, qui sont en forte demande, tous les métiers de soins, etc., pour que les personnes, pour que ce deviennent des métiers très attractifs, y compris financièrement. Mais donc, il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire que je pense que bien qu'il ne faille pas craindre la fin du travail, il faut vraiment se poser la question de la transition des anciens emplois vers les nouveaux emplois. Et il y a évidemment deux leviers auxquels on pense assez spontanément. C'est la formation. Donc, on vient d'évoquer, pour que les gens puissent monter en qualification et se former sur des emplois plus qualifiés, mieux rémunérés, qui sont en forte demande, il faut les former. Là, c'est le rôle des politiques publiques, en grande partie, pas que, aussi des entreprises. Le gouvernement, avec le plan investissement compétences, a investi 10 milliards dans la formation des personnes éloignées du marché du travail. Donc, il y a une réelle prise en compte de ces problématiques. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de former des gens à l'âge adulte. Les reconversions, c'est difficile. Donc, c'est à la fois un levier très prometteur et c'est aussi un levier dont il faut être conscient des limites. Et puis, il y a un deuxième levier, alors c'est l'encouragement à la mobilité géographique. Donc, c'est un levier sur lequel je suis un peu plus sceptique. En fait, en théorie, ça a l'air très prometteur, c'est-à-dire de se dire
finalement, il y a des zones où les emplois sont un peu sinistrés et d'autres zones où il y a des gisements d'emplois. Donc, ce serait vraiment bien de relocaliser les gens. La raison pour laquelle je suis un petit peu plus sceptique, c'est que j'ai travaillé un petit peu là-dessus avec Pôle emploi. Et en fait, on avait notamment fait une étude où on interrogeait les demandeurs d'emploi en leur demandant à partir de quel montant d'aide financière vous seriez prêt à déménager pour un emploi qui correspond à ce que vous cherchez. Donc, on interroge les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi, qui recherchent un emploi dans tel métier. Et on leur dit, voilà, c'est une question hypothétique. Supposons qu'il y ait un métier qui correspond à ce que vous recherchez, mais à l'autre bout de la France, à partir de quel montant d'aide vous seriez prêt à faire cette transition? Et en fait, à notre surprise, enfin en tout cas à ma surprise d'économiste, un tiers des personnes interrogées ont répondu aucun montant. Je dis à ma surprise d'économiste parce que pour les économistes, tout a un prix. Donc, ça veut dire il y a forcément un prix. Si je te donne cet argent, tu vas faire ce dont il est question. Et bien là, non, aucun montant. Aucun montant, ça veut dire il n'y a pas de prix, il n'y a pas de transaction possible. Donc, et cette proportion se montait à 50% pour les personnes qui étaient propriétaires de leur logement. Et en fait, ce que ça met en lumière, c'est qu'évidemment, la vie des gens, ce n'est pas seulement leur emploi. Ils ont tout un système souvent d'entraide sociale, familiale, qui est localisé. Et ce n'est pas si évident de recréer ça dans un endroit de la France où on ne connaît personne. Et donc, c'est quand même difficile, je trouve, pour les politiques publiques, finalement, d'inciter, même avec des aides financières ou quoi, à la mobilité. Alors, ça peut être un levier intéressant pour les jeunes, par exemple, où là, il y a beaucoup moins d'attaches, etc. Mais pour nombre de demandeurs d'emploi qui sont insérés dans des contraintes familiales, dans des situations familiales pas forcément même compliquées, mais juste la garde d'enfants, ils sont à proximité de la famille qui les aide, ou alors leur conjoint a un logement. Enfin, pour tout un tas de raisons, c'est un levier difficile. Donc, je pense que la formation est un levier beaucoup plus prometteur, même si, évidemment, comme je disais, c'est quand même difficile de former les gens à l'âge adulte. Donc, voilà. Donc, pour clore un peu cette question, il y a une dernière question que je voudrais quand même évoquer, c'est une question un peu plus normative. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vous ai dit, d'un point de vue factuel, il n'y a pas à craindre de fin du travail parce que finalement, on crée toujours des nouveaux emplois. Mais certaines personnes vont dire, mais finalement, pourquoi ne pas profiter du progrès technique pour travailler moins ? Dit autrement, est-ce qu'on ne pourrait pas, on n'a pas forcément besoin de consommer plus, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas être assez content que le progrès technique vienne nous remplacer dans des tâches qui étaient quand même assez pénibles physiquement, bien souvent, et puis on travaillerait moins? Alors se pose la question de comment on vit. Donc souvent, cette réflexion est couplée à la question du revenu universel. Donc on distribuerait aux gens un revenu qui leur permettrait, s'ils le souhaitaient, de ne pas travailler. Alors, personnellement, je suis assez sceptique sur cette thèse, mais je pense qu'elle est quand même importante à évoquer. Donc, les raisons de mon scepticisme, elles sont doubles. C'est que, d'une part, si on veut vraiment financer un revenu universel qui permette aux gens de ne pas travailler, c'est quand même un montant important. Et donc, dans un pays comme la France, sans ressources naturelles, ça paraît totalement irréalisable de réussir vraiment à donner aux gens suffisamment d'argent pour ne pas travailler. Et puis, la deuxième raison, c'est ce que je mentionne ici, les morts de désespoir d'Angus Deaton. Alors, c'est en fait cette idée et ce que aussi Henri-Claude mentionnait dans son introduction, c'est l'idée que le travail est aussi porteur de liens, de sens, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ces morts de désespoir ? En fait, Angus Deaton, qui est donc un prix Nobel d'économie, a montré aux États-Unis que depuis quelques décennies, il se passe un phénomène assez inquiétant, qui est que normalement, l'espérance de vie a tendance à augmenter avec plus les générations connaissent des espérances de vie supérieures aux précédentes. Et bien maintenant, aux États-Unis, ça n'est plus vrai. L'espérance de vie baisse, et pour en particulier un certain groupe de la population. Et pourquoi ? En raison de morts par suicide, alcoolisme, overdose de consommation de drogue. Et en fait, c'est vraiment un phénomène massif. On n'est pas du tout dans l'anecdote. Je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a plus de morts par overdose de drogue que par peut-être arrêt cardiovasculaire. Enfin, vraiment, c'est devenu une cause de mortalité très, très importante aux États-Unis.
Et en fait, en particulier, ça concerne des personnes qui étaient avant dans des emplois, dans l'industrie, et qui ont été typiquement des emplois qui ont été typiquement détruits par l'automatisation, par la globalisation, etc. Alors, les morts de désespoir ne sont pas que liées aux transformations du marché du travail. Il y a aussi l'érosion des structures familiales, il y a aussi l'érosion des structures religieuses, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mutations du marché du travail et les gens dont les emplois sont détruits, ce que j'appelais les perdants, entre guillemets, dans le slide précédent, et ben pour ces gens-là, la vie est quand même devenue très difficile. Et donc, je ne pense pas, et on voit que c'est des gens qui sont souvent sans emploi. Donc, je ne pense pas qu'être sans emploi, travailler moins, je veux dire, je ne pense pas que ce soit forcément la solution, parce qu'on voit bien que ça peut entraîner tout un tas de pertes de repères, en fait. Donc, je ne suis pas du tout pour profiter du progrès technique pour travailler moins. Je pense que c'est vraiment important que les gens travaillent, ça les structure, ça leur donne un sens. Mais la raison pour laquelle j'évoque quand même ce débat, c'est que malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de sens dans leur travail, justement. C'est ce que David Graeber, qui est un anthropologue, appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire les jobs à la con, excusez-moi pour la vulgarité. Mais en fait, ces jobs-là, ces métiers-là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'anthropologue lui-même qui dit tel métier, c'est un job à la con, pas du tout. Il les définit comme des métiers dont le salarié lui-même se définit comme inutile. C'est-à-dire qu'un bullshit job, c'est un job où la personne qui est dans cette fonction trouve que son emploi n'a aucun sens, c'est inutile, il pourrait ne pas être là, que ça ne changerait strictement rien aux affaires courantes. Et donc, ce qui montre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi source de souffrance psychologique. Donc, en quelque sorte, je pense qu'il faut être quand même très prudent voilà, il y a à la fois un optimisme sur le fait qu'on va créer des emplois. Dans le passé, on a vu que la nature humaine fait, et les effets de productivité, qu'on détruit des emplois, on en crée d'autres, etc. Mais il y a quand même simultanément à la fois des gens dont les emplois sont détruits qui n'arrivent pas à retrouver d'emploi. Et ces gens-là sont en souffrance. Et puis, il y a également des gens qui trouvent des emplois, mais qui se sentent tout à fait inutiles. Et en fait, on est passé en quelque sorte avant, je pense qu'il y a 50 ans, le vrai sujet au travail, c'était la souffrance physique, les accidents du travail, la pénibilité physique. Maintenant, il y a toujours des jobs qui sont difficiles physiquement, mais c'est quand même beaucoup moins prévalent qu'il y a 50 ans. En revanche, la souffrance psychologique a fait son apparition. Les nouveaux métiers s'accompagnent plus qu'avant de souffrance psychologique parce qu'il y a plus de métiers où on ne voit pas trop le sens de ce qu'on fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut prendre ça assez au sérieux. C'est autrement dit la question de la qualité de l'emploi. Donc voilà, ça c'était un peu une vue des inquiétudes qu'on pouvait avoir avant la pandémie. Maintenant, je vais parler de la pandémie parce qu'on est en plein dedans, évidemment. Alors, quelques chiffres, un peu, encore une fois, pour replacer les choses dans leur contexte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, l'INSEE a estimé que la baisse du PIB en 2020, c'était 8,3%, et la baisse de l'emploi salarié, c'était 2%, c'est-à-dire beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a mis en place du chômage partiel, ce qui fait que beaucoup de gens, au lieu d'être licenciés, ont pu être maintenus dans leur entreprise et ça coûtait à l'entreprise moins parce que l'État, moins que s'il devait payer ses employés, parce que l'État prenait en charge une grosse partie du salaire. Et donc, ça a fait que l'emploi a été évidemment affecté, mais relativement préservé par rapport à ce qu'on aurait pu connaître du fait de cette intervention massive de l'État. Et il faut quand même bien se rendre compte qu'en 2020, le gouvernement a dépensé 185 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup, de mesures de soutien d'urgence et de relance pour soutenir les entreprises, les ménages. Et le chômage partiel, là-dessus, ça représente 30 milliards d'euros, donc une part assez importante. Et puis, il y a toutes sortes d'autres mesures d'aide aux entreprises, comme par exemple les prêts, qui viennent encore se rajouter au-delà de ces 185 milliards. Donc c'est vraiment un soutien très, très massif. Donc, quand vous regardez, du coup, le chômage en France aujourd'hui, donc là, je vous fais un zoom sur 2019-2020, le nombre de demandeurs d'emploi. La courbe bleue, c'est les demandeurs d'emploi en catégorie A,
Ça veut dire c'est des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui n'exercent aucune activité. Elles sont en quelque sorte au chômage à plein temps. La courbe rouge, c'est les catégories A, B et C. Ça veut dire que par rapport à la courbe bleue, on rajoute les catégories B et C. Les catégories B et C, c'est des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, mais qui travaillent quand même un petit peu, qui cumulent un petit peu de revenus d'activité et des allocations chômage. B et C, ça dépend du nombre d'heures que vous travaillez dans le mois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc il y a environ en France, avant la pandémie, 3,5 millions de chômeurs en catégorie A et 5,5 millions de chômeurs toutes catégories, on va dire. On voit qu'au moment du premier confinement, il y a un petit pic sur la courbe bleue, notamment, qui est un peu moins prononcé sur la courbe rouge. Ça signifie qu'une partie du pic sur la courbe bleue, c'est en fait des gens qui étaient en catégorie B et C, c'est-à-dire des gens qui cumulaient revenus d'activité et allocations chômage, qui n'ont plus eu ce petit cumul, qui sont passés au chômage à plein temps, donc sur la catégorie bleue. Et puis, qu'est-ce que vous voyez après? Vous voyez que ça redescend en ce qui concerne la courbe bleue, parce que ces personnes-là, souvent, ont pu repasser en catégorie B et C, c'est-à-dire qu'elles ont retrouvé un petit revenu d'appoint. Et la courbe rouge, elle se stabilise. Et bon an, mal an, on voit que la pandémie a eu un impact sur le chômage, mais ce n'est pas non plus une explosion. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de demandeurs d'emploi, que ce soit en catégorie A ou B ou C, qu'avant la pandémie. Mais ce n'est pas quand même une explosion. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'il y a une augmentation du chômage de longue durée. Donc en France, un demandeur d'emploi sur deux est inscrit à Pôle emploi depuis plus d'un an, c'est quand même beaucoup. Et vous voyez qu'en fait, ça augmente assez fortement. Enfin, c'était 47% avant la pandémie, et là, on s'approche de 50%. Et la tendance est très fortement à la hausse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu tant que ça il y a eu des nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais moins que ce qu'on aurait pu craindre. En revanche, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont sortis de Pôle emploi. C'est-à-dire que donc, le chômage de longue durée augmente. Alors, le problème, c'est qu'il y a une crainte qu'on n'ait pas encore vu le plus dur en ce qui concerne le chômage. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en 2020, il y a eu en fait moins de faillites, 36% moins de faillites qu'en 2019. Ça pourrait paraître étonnant parce que même on a l'impression que beaucoup de commerces, de lieux ont été fermés, etc. Mais bien souvent, ces lieux n'ont pas fait faillite parce qu'il y a eu le soutien de l'État, justement. Donc, ça veut dire que ces entreprises ont pu emprunter, soit pour continuer à payer leurs dépenses, soit disposer du chômage partiel pour continuer à payer leurs employés, etc. Et alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, comme il y a eu moins de faillites en 2020 à cause de ce soutien de l'État, il est à craindre qu'il y ait un effet de rattrapage en 2021-2022. Et en fait, donc, ce serait il y a une partie du rattrapage qui serait normale, c'est-à-dire que c'est normal que des entreprises fassent faillite chaque année, c'est normal, ça fait partie du processus économique, il y a des entreprises qui font faillite, d'autres qui se créent. Donc, ce qui s'est passé en 2020, c'est que certaines entreprises qui auraient dû faire faillite au sens où elles n'étaient pas viables, elles avaient un problème un peu structurel, elles auraient dû faire faillite s'il n'y avait pas eu la pandémie. Là, elles ont pu bénéficier du soutien de l'État qui, tout d'un coup, donnait des prêts très facilement, etc. Donc, elles ont été un peu mises en hibernation. Elles n'ont pas déposé le bilan parce qu'elles pouvaient disposer de ces aides de l'État. Mais quand l'État va se désengager, leurs problèmes demeurent. Donc, elles vont faire faillite. C'est juste qu'au lieu d'avoir fait faillite en 2020, elles vont faire faillite en 2021 ou 2022. Ça, en quelque sorte, ça ne sera pas forcément inquiétant, c'est juste normal. Il y a eu moins de faillites, il va y avoir un rattrapage. Mais il y a un truc qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a des entreprises qui, elles, n'ont aucune raison de faire faillite. C'est des entreprises qui allaient bien. Elles ont eu le Covid qui les a beaucoup affectées. On peut penser à des restaurants, on peut penser à toutes sortes de secteurs particulièrement affectés. Elles n'ont pas fait faillite en 2020 parce qu'elles ont pu s'endetter et profiter de certains dispositifs. Mais à sortir de la pandémie, elles sont énormément endettées. La dette des entreprises a énormément augmenté pendant la pandémie. Et alors, ça pose problème parce qu'après la pandémie, quand on est aussi endetté, comment faire pour investir? Comment faire pour embaucher? Et donc, il y a un risque qu'il y ait des faillites
d'entreprises qui normalement iraient très bien et qui font faillite juste parce qu'elles sont trop endettées. Alors, il y a des solutions, heureusement. D'une part, il est à espérer, et je pense qu'il est assez probable, que l'État va se désengager de façon assez graduelle. Donc, du coup, ce n'est pas tout d'un coup, tous les dispositifs d'aide vont se retirer et on va avoir des faillites en cascade. Il faut espérer que ce sera assez graduel. Et puis, en ce qui concerne la question de la dette, il va falloir inévitablement restructurer certaines dettes des entreprises. Donc, l'État peut y inciter. Par exemple, pendant le confinement, l'État a incité certains propriétaires à ne pas réclamer leur loyer avec des mécanismes de crédit d'impôt. Donc, si vous disiez à l'époque, c'est peut-être encore en cours actuellement, je ne demande pas au locataire son loyer, vous pouviez bénéficier de 30%, ou je ne sais plus exactement le montant, de crédit d'impôt. On peut imaginer la même chose sur les dettes. L'État qui proposerait à certains créanciers de dire si vous renégociez vos dettes, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, etc. Mais inévitablement, les entreprises aujourd'hui ont accumulé une dette qui est inquiétante. Donc, il va falloir gérer cette question dès que la pandémie va se terminer. Donc, tout ça pour dire que il y a quand même des menaces sur l'emploi à moyen et à court terme, mais l'État a des leviers pour essayer de faire en sorte que la transition se passe le mieux possible. Alors, maintenant, on va finir sur une note un peu plus positive, enfin, celle du télétravail. Alors, le télétravail n'a pas commencé, même s'il a explosé avec la pandémie. Et donc, avant même le Covid, on avait un peu de recherche qui nous donnait déjà quelques éléments. Et puis, on va parler ensuite du télétravail pendant le Covid. Donc, la première chose, c'est que les salariés, en moyenne, valorisent la possibilité de faire du télétravail. Et je vais même vous montrer que beaucoup sont prêts à renoncer à un peu de salaire pour bénéficier de cette option. Et puis, il semblerait aussi que le télétravail soit plutôt associé à des gains de productivité, en particulier lorsqu'on laisse aux salariés le choix, et je vais développer. Donc, le premier point, c'est que les salariés valorisent le télétravail. Il y a une étude de Alex Mass et Amanda Palais qui est sortie en 2017, qui a montré de façon très convaincante qu'en fait, les salariés, en moyenne, donc ce n'est pas tout le monde, mais c'est en moyenne, sont prêts à renoncer à 8% de salaire pour bénéficier de cette option. Comment est-ce qu'ils ont montré ça? Ils ont fait en fait choisir à des gens entre deux offres d'emploi, à plein de candidats, entre deux offres d'emploi hypothétiques. Les offres étaient exactement similaires, sauf qu'une proposait l'option de faire du télétravail certains jours et l'autre ne proposait pas cette option. Et puis ensuite, ils ont aussi fait varier les salaires et ils ont vu que bien souvent, les salariés choisissaient l'offre avec option de télétravail, même si elle payait un peu moins que celle qui était sans cette option. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de comprendre un peu pourquoi. Alors, ce n'est pas tellement pour bénéficier de la flexibilité horaire. On pourrait se dire quand on télétravaille, on travaille à l'heure qu'on veut, etc. Cette flexibilité horaire, elle est très valorisée par les femmes avec des jeunes enfants qui sont contentes de travailler à des horaires un peu atypiques. Mais la majorité des salariés préfèrent travailler aux heures de bureau habituelles, la durée légale hebdomadaire, etc. Donc, ce n'est pas tant une question de flexibilité horaire, à part pour les femmes avec des jeunes enfants, que pour en fait ne pas effectuer les trajets pendulaires. Donc, il y a une disposition à renoncer à du salaire pour ne pas avoir à faire de trajets pendulaires qui, pour beaucoup de gens, sont devenus très longs, très pénibles, angoissants et coûteux. Et donc les salariés aiment le télétravail de ce point de vue-là. Et alors, les employeurs peuvent aussi avoir à y gagner. Donc, je suis désolée, il y a une faute de frappe sur ce slide. En fait, c'est une agence de voyage chinoise qui s'appelle Ctrip, qui avait, conjointement avec des professeurs de Stanford, etc., fait une étude en 2015 qui consistait à tester la chose suivante. Dans un premier temps, ils avaient demandé aléatoirement à certains salariés de leur call center de télétravailler pendant 9 mois, pendant que d'autres continuaient de travailler au lieu habituel de travail. Pourquoi aléatoirement? L'idée, c'était de répondre à la question, supposons on prend quelqu'un au hasard dans le call center ou dans l'entreprise, est-ce que cette personne, elle a plus de chances d'être plus productive à la maison ou plus productive sur site? Et la réponse, c'était qu'ils ont observé des gains de productivité de 13% pour les salariés qui télétravaillaient.
Et ce que les salariés ont déclaré, c'était que pour beaucoup, ils bénéficiaient d'être dans un environnement de travail plus calme et ils avaient moins de pauses. Ils prenaient moins de pauses. Alors, bon, évidemment, il ne faut pas prendre ce 13% comme parole d'évangile parce que ça peut être assez spécifique à ce contexte, au call center, à ce type de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont fait dans un deuxième temps. Ils ont ensuite permis aux salariés de choisir dans quel groupe ils voulaient être. Donc, au lieu, dans le premier temps, c'était l'entreprise qui décidait de façon aléatoire les deux groupes, dans un deuxième temps, les gens pouvaient décider s'ils étaient dans le groupe télétravail ou dans le groupe travail sur site. Et là, ils ont observé des gains de productivité pour ceux qui télétravaillaient de 22%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on laisse aux salariés le choix, les salariés sont assez capables pour eux-mêmes de savoir s'ils vont être plus productifs à la maison ou chez eux. Donc, si vous prenez au hasard quelqu'un, bon, il sera un peu plus productif chez lui, mais voilà. Mais si vous laissez aux gens choisir, pour certaines personnes qui vont être très productives à la maison, elles vont se mettre dans le groupe télétravail. Et à l'inverse, les gens pour qui c'est l'horreur de travailler à la maison, ils vont évidemment travailler sur site. Et donc c'est particulièrement important pour avoir des gains de productivité de laisser aux gens le choix. Et ça, je pense que cet enseignement, le fait que les salariés sont capables de savoir pour eux-mêmes s'ils sont plus productifs ou pas à la maison, est assez général. Pas forcément le 13 et le 22%, mais ce fait que les gens savent pour eux-mêmes, en particulier parce qu'on connaît chacun son logement, sa situation familiale, autant de déterminants de l'efficacité dans le télétravail. Alors maintenant qu'on est en pleine pandémie, la question c'est que le télétravail a explosé pendant la pandémie. Est-ce qu'il va perdurer? Je pense que oui. En tout cas, il va rester plus développé qu'il ne l'était avant la pandémie. Il y a une étude qui a été menée par Barreiro, Bloom et Davis qui en fait a demandé à la fois aux employeurs et aux salariés quelles étaient leurs intentions ou leurs désirs pour l'après-pandémie. Et sur cette base, ils ont estimé qu'après la pandémie, 22% des jours télétravaillés seraient effectués en télétravail contre seulement 5% avant. Donc, c'est quand même une augmentation assez massive. Et ce qui est intéressant, c'est que les salariés, eux, souhaitaient carrément que ce soit 44%. Autrement dit, les salariés en moyenne, encore une fois, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est des moyennes, seraient favorables au fait de faire la moitié presque de leur temps de travail en télétravail. Mais si on prend en compte les intentions des employeurs, on est plutôt à 22%, c'est-à-dire en gros un cinquième, donc un jour de télétravail par semaine, par exemple. Donc, ce qu'on peut imaginer pour le monde de l'après-pandémie, c'est que toutes les personnes pour qui le télétravail est possible du fait de leur fonction, en fait, ils ne vont pas télétravailler 5 jours sur 5, comme c'est le cas actuellement, mais très probablement 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et même assez probable, en fait. Ça va avoir des conséquences sur les choix résidentiels. Ça peut avoir des conséquences sur les salaires, puisque, comme je vous le disais, les salariés sont parfois prêts à payer pour avoir cette option. Et si jamais ils se mettent du coup aussi à habiter dans des zones moins chères, ça peut avoir des conséquences sur les salaires. Par exemple, si on pense à la Silicon Valley, si certaines personnes se mettent en télétravail et du coup n'habitent pas tout près de la Silicon Valley, dans des endroits qui sont moins chers, ça permet aussi d'avoir des salaires plus faibles. Mais ça peut avoir des conséquences sur la productivité. Alors, quelques chiffres un peu qui viennent toujours de cette étude que je cite ici. Donc, c'est toujours le cas que les salariés valorisent le télétravail, même après en avoir fait une expérience un peu intensive et massive et contrainte et forcée. On voit, donc ça c'est sur des données américaines, mais je suis désolée parce que c'est en anglais, mais en gros, ces chercheurs ont demandé aux gens quel pourcentage de votre revenu vous seriez prêt à sacrifier pour avoir la possibilité de télétravailler. Et vous voyez que ça dépend un peu du revenu. Pour les gens qui gagnent entre 20 et 50 000 $ par an, ils sont prêts à renoncer à 6,8% de leur revenu. Pour les gens qui gagnent plus de 150 000 $ par an, ils sont prêts à renoncer à 12% de leur revenu. Mais grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est 8%. C'est finalement ce qu'on avait avant la pandémie également. C'est-à-dire qu'on voit que les gens sont quand même prêts à renoncer à une partie de leur salaire pour cette option. Ça veut vraiment dire qu'ils le valorisent assez fortement. Et c'est corroboré, ce fait qu'ils le valorisent, par cette question qui a été posée aussi, qui consiste à dire combien de jours
combien de pourcents de votre temps de travail vous souhaiteriez faire à la maison. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les salariés, ils apparaissent ici en bleu. Quand on leur demande aux salariés, ils vont dire en moyenne 44%. Et ça ne dépend pas tellement du revenu. Vous voyez que la barre bleue, elle est à peu près la même pour tous les groupes, c'est-à-dire que les gens aient des revenus, soit dans des professions où les revenus sont faibles ou au contraire des professions très bien payées. Finalement, il y a ce consensus, un peu les salariés déclarent vouloir télétravailler 40 à 45% de leur temps de travail. En ce qui concerne les employeurs, c'est ici les barres en noir. Alors là, pour le coup, ça dépend quand même pas mal du type de métier. Vous voyez que pour les métiers qui rémunèrent entre 20 et 50 000 dollars par an, seulement les employeurs ont l'intention de permettre le télétravail pour seulement 15% des jours de travail. Mais en revanche, pour les métiers très rémunérés, vous voyez qu'il y a une certaine harmonie et les employeurs sont prêts à laisser leurs employés télétravailler 40%. Donc, il est assez probable que ce soit ces chiffres que vous voyez qui reflètent les intentions des employeurs soient quand même pas sans lien avec ce qui va se passer effectivement. C'est-à-dire que les cadres, les personnes très qualifiées vont probablement télétravailler de façon beaucoup plus conséquente que ça n'était le cas avant la pandémie. Et si on va un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on demande parmi les gens qui peuvent faire du télétravail, combien de jours vous voudriez télétravailler, vous voyez qu'il y a en gros un quart des gens qui disent 5 jours. Donc ça, c'est des gens qui veulent faire que du télétravail, qui probablement veulent peut-être habiter ailleurs, etc. Vous avez à l'inverse un quart des gens qui veulent grosso modo jamais télétravailler, c'est-à-dire les gens qui sont dans la catégorie never, jamais, ou rarely, c'est-à-dire une fois par mois. Bon. Donc si on additionne ces deux groupes, on est à peu près à 25% de gens qui ne veulent pas plus qu'un jour par mois de télétravail. Et puis, on a 50% au milieu de gens qui sont 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, du télétravail occasionnel, c'est-à-dire je veux garder le lien avec mon bureau, mais je suis j'ai quand même envie d'avoir cette flexibilité 1 ou 2 jours par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas forcément de crainte à avoir sur les effets sur la productivité. Ici, c'est la productivité déclarée, donc il faut la prendre un peu avec des pincettes. C'est pas dans l'étude précédente que je vous montrais, c'était la productivité objectivement mesurée. Mais on voit que les gens déclarent en moyenne être plutôt plus productifs à la maison que ce qu'on attend d'eux, en fait. Donc, il n'y a pas forcément à craindre d'effets négatifs sur la productivité du fait que le télétravail risque de se répandre un petit peu. Donc, j'ai un petit problème pour passer au slide suivant. Ah, voilà. Donc voilà, on arrivait de toute façon à la fin de cette conférence. En fait, pour résumer un peu ce qu'on a dit, je pense qu'il ne faut pas du tout craindre la fin du travail, malgré les forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et en particulier l'automatisation, la digitalisation, etc. Et ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas forcément parfaitement à imaginer les emplois de demain qu'il n'y en aura pas. Mais il faut quand même être très vigilant sur la question des transitions pour ceux dont les emplois sont détruits. Et c'est une question vraiment pas facile, comme on l'a dit. Ce n'est pas facile d'encourager les gens à des reconversions, de former les gens, etc. Et il faut aussi s'interroger sur la qualité des emplois créés. Donc, c'est quand même important que les gens trouvent du sens dans leur emploi, parce qu'aujourd'hui, trop souvent, les mutations du marché du travail entraînent de la souffrance, soit pour des gens qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, même s'il y a des opportunités, c'est toujours la question aussi des emplois vacants, etc. Et c'est soit pour les gens qui ont des emplois dans lesquels ils ne trouvent pas de sens. Et à cet égard, je pense que c'est assez important de considérer ces questions de rémunération ce qu'on a appelé les travailleurs essentiels pendant la pandémie, c'est-à-dire des métiers où en fait, il n'y a aucun problème à trouver du sens quand vous travaillez à l'hôpital, quand vous travaillez à l'école, etc. C'est des métiers qui sont très clairement définis, qui n'entraînent pas de souffrance psychologique, mais qui entraînent parfois une souffrance parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés, pas assez valorisés. Et en fait, il y aurait tout intérêt à les rémunérer davantage pour les rendre plus attractifs, etc. Ça peut être à la fois l'État qui le fait ou les entreprises, ça dépend des cas de figure. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la situation générale. Et ensuite, un peu plus conjoncturelle, je pense qu'il faut s'attendre, malheureusement,
à une augmentation des faillites et peut-être des licenciements en 2021-2022. Mais on peut avoir espoir que si l'État se désengage très lentement, s'il a bien en tête cette possibilité d'une vague de faillite et de licenciement, eh bien le choc sera, il faut l'espérer, assez faible. Voilà, si l'État arrive à assurer une transition très, très graduelle vers l'après-pandémie. Et en ce qui concerne le télétravail, je pense qu'il va laisser une marque durable sur notre façon de travailler et que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, les salariés y trouvent leur compte et il y a des effets positifs sur la productivité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. C'était une conclusion plutôt optimiste, même s'il y a les nuages de la transition qui va être difficile si le gouvernement ne donne pas suffisamment de soutien, un soutien progressif. On va avoir quand même une augmentation non seulement des faillites, mais certainement aussi de la diminution de l'emploi et donc l'augmentation du chômage. Mais tu as donné quand même un certain nombre de suggestions tout à fait intéressantes. Et l'observation de ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi intéressant pour nous pour voir ce qui peut se passer pour le télétravail. Ouais. Mais je vais laisser Catel qui a certainement beaucoup de questions. Alors oui, il y a plein de questions, comme d'habitude. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vais peut-être commencer par celle liée au télétravail, parce que c'est essentiellement ce qu'on a là. Je pense que les gens, peut-être que beaucoup de personnes qui sont là ont télétravaillé toute la journée avant de nous regarder aux conférences de l'INSEAD. Alors, il y a une première série de questions qui est liée en fait à la dimension sociale d'aller au travail. Et donc, à parler essentiellement en fait, des gains de productivité individuelle, mais qu'en est-il de la productivité collective finalement liée à ces relations sociales? Donc ça, c'est la première question. Je vais essayer de les grouper un petit peu par thématique. Donc ça, ce serait la première, c'est-à-dire, oui, l'expérience qu'on fait après un an, c'est qu'il y a cette dimension-là aussi. Très bien. Donc, je prends, d'accord, ok, je les prends progressivement comme tu veux. Oui, donc il y a celle-là d'abord. Okay. Ensuite, il y a plusieurs questions sur la différence entre les employeurs et les employés. Les taux entre 40% et 22%, je crois. Hein. Et donc, il y a deux questions qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a tant de différence entre les deux, s'il y a une meilleure productivité quand les employés sont à la maison. Et les questions qu'on a qui viennent se greffer à ça sont celles du type de management, du type de management en France, de la confiance que l'on a avec ses employés et potentiellement de ce qu'on doit repenser au niveau RH. Ça fait un peu beaucoup, mais voilà un peu la trame. D'accord. On fait une première pause. Non, c'est des questions très intéressantes. Donc, la première question sur la productivité au niveau de l'équipe. Alors, je pense que c'est une très bonne question, au sens où, donc, par exemple, l'étude que je citais, c'était une étude où les salariés en question étaient dans un call center. Donc là, on est sur une tâche où, en effet, il n'y a pas de notion vraiment d'équipe. On a un travail, on doit faire un certain nombre de calls et c'est clairement pas un travail d'équipe. Je pense qu'en effet, la productivité d'équipe peut être impactée. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce qui se profile, à mon avis, pour le futur, ce n'est pas un monde de télétravail 5 jours sur 5 pour tout le monde. C'est plutôt un monde où il y a 1 ou 2 jours de télétravail. Et donc là, je pense que on maintient le lien social, c'est-à-dire qu'entre voir ses collègues 5 jours sur 5 et les voir 4 jours sur 5, ça ne fait pas une différence énorme en termes de lien. Ce qui évidemment est très, très coûteux et ce qui a été, je pense, assez problématique dans cette pandémie, c'est quand pendant des mois entiers, on ne voit pas ses collègues, ce qui nous est arrivé également à l'INSEAD. Et donc ça, je pense que c'est sûrement coûteux en termes d'équipe. Je pense que ça dépend, et pareil, l'effet du télétravail sur la productivité dépend aussi très certainement du type d'emploi qu'on fait, de la taille de l'équipe et de la qualité du management. Donc ça, c'était un peu la première question. Voilà, je pense que pour maintenir le lien social, c'est important d'aller au bureau, mais on n'est pas forcément obligé d'y aller 5 jours sur 5. C'est un peu ça le message. En ce qui concerne ces chiffres-là, c'est-à-dire le fossé entre... Voilà, c'est-à-dire le fossé entre les intentions des employeurs et les désirs des salariés. Alors, je n'ai pas la réponse exacte, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de parler moi-même à ces employeurs, mais je peux supposer plusieurs choses. Je peux penser qu'il se peut que même si le télétravail ne semble pas nuire à la productivité, ça peut être une crainte chez certains employeurs, qu'elle soit justifiée ou pas.
Et donc, il se peut que pour certains métiers, les employeurs craignent que si leurs salariés sont à la maison, eh ben, ils ne travaillent pas, quoi, concrètement. Et donc, c'est peut-être une crainte pas justifiée, mais qui peut être justement assez différenciée selon le niveau de la hiérarchie et qui peut expliquer que cette barre noire, finalement, il y a beaucoup plus de décalage entre le désir des salariés et l'intention des employeurs sur des métiers qui sont plutôt en bas de la hiérarchie, qui sont moins rémunérés, que sur des métiers en haut de la hiérarchie. Et on peut aussi supposer qu'en haut de la hiérarchie, la raison pour laquelle les employeurs sont prêts à donner à leurs salariés du télétravail, c'est pour attirer les talents, etc. C'est-à-dire que sur des professions les plus rémunérées, bah, peut-être qu'ils vont essayer de courtiser. C'est typiquement des personnes qui sont assez courtisées sur le marché du travail. Et donc, le télétravail peut devenir, au lieu de proposer une augmentation de salaire, on va peut-être maintenant proposer davantage de télétravail, davantage de flexibilité. Mais je suis d'accord que ce décalage est assez intéressant et significatif. Oui, comme le mentionnait Catel, c'est aussi peut-être une question de confiance. Il y a plus de confiance au niveau plus élevé de la hiérarchie qu'au niveau plus bas. On voit le gap est tellement important. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est, à mon avis, une crainte pas totalement justifiée, au sens où justement ces effets sur la productivité qui ont été montrés, c'est sur le call center. Le call center, on est sur des emplois pas qualifiés. Et à l'inverse, le travail d'équipe dont on parlait, qui sont plutôt souvent des métiers un peu plus qualifiés, sont peut-être plus impactés sur la productivité. Donc, c'est pas forcément à raison qu'on observe ce décalage décroissant avec le niveau de revenu, même si je pense que c'est lié à des craintes des employeurs. Et ensuite, sur la question du management et alors, je pense que ça a dû, enfin, je ne suis pas manageuse, mais je pense que ça a dû être très dur de manager. Je pense que le télétravail, ça doit être assez difficile pour les managers parce que, en effet, quand on ne voit pas les gens sur place, etc., ça introduit tout un tas de contraintes supplémentaires. Mais ça doit reposer, et c'est vrai, beaucoup sur la confiance. On ne voit pas les gens, donc on ne les voit pas toute la journée, donc il faut faire confiance. Et si ça peut être l'occasion de repenser un peu certaines pratiques du management français, eh ben, ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a, là, on voyait des différences en fait par rapport au niveau de rémunération. Est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Est-ce qu'on a des différentes, donc ça on a cette question-là, avec un attrait et une productivité du travail différents en fonction de groupes d'âge? Très intéressant, je n'ai pas la réponse. Je pense que la productivité dépend en partie du logement. Est-ce qu'on a un endroit suffisamment grand pour travailler avec un espace donc ça peut varier en effet en fonction de l'âge. C'est-à-dire que, par exemple, pour des personnes très jeunes, tout début d'entrer sur le marché du travail, dans un tout petit logement, ça peut être compliqué de télétravailler. Ça peut dépendre aussi de la situation familiale. Si on a 3 enfants qui débarquent à 16h30, et ça peut compliquer certaines réunions. Donc, je pense que ça doit varier un petit peu en fonction de la structure familiale et du type de logement, et donc possiblement en fonction de l'âge, aussi en fonction du degré de familiarité qu'on a avec les technologies, parce qu'évidemment, on dépend beaucoup des technologies. Donc ça aurait plutôt tendance à avantager les plus jeunes. Mais je n'ai pas de chiffres précis avec moi sur la ventilation par âge de ces chiffres. Alors, il y a eu, et en particulier pendant la première partie de ta présentation, évidemment, des questions quant à l'impact technologique et à la question et aussi du revenu universel et en fait à la dimension sociétale de ce que constitue le travail, comme tu le mentionnais. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un revenu universel où, effectivement, les gens n'ont peut-être pas un travail, mais ils ont un autre engagement sociétal, à travers des activités, à travers social, éducationnel, etc. Parce que finalement, si on t'entend bien, on entend bien que ce qui manque aux gens qui se sentent isolés, ce n'est pas tant le travail que la connexion sociétale, finalement. Donc, c'est tout à fait important de le souligner, et je pense que, enfin, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vraiment rendre justice un peu à cette thèse que de mentionner exactement ça. C'est-à-dire que je pense que pour les personnes qui défendent cette idée de revenu universel, etc., c'est ça l'idée, c'est de dire
on n'a pas forcément besoin de... Enfin, il y a différentes façons de travailler. L'emploi rémunéré n'est pas la seule façon de travailler. Donc, on peut s'occuper de personnes, de gens, de sa famille. Ce n'est pas rémunéré, c'est quand même un travail. On peut avoir un engagement, en effet, social, associatif, tout ce qu'on veut, une cause, etc. C'est un travail. On peut étudier. C'est un travail. On peut faire de la création artistique, c'est un travail. Et toutes ces choses, toutes ces activités que j'ai mentionnées peuvent tout à fait être des travaux plus épanouissants, d'un point de vue personnel et humain, etc., qu'un travail un peu abrutissant qui est en effet juste pour un gagne-pain, quoi. Donc c'est vrai. Et donc, je pense que ça pose les bonnes questions. Simplement, il faut quand même... Le problème, c'est que si on veut vraiment donner aux gens un revenu qui leur permette cela, de s'engager pleinement dans des choses qui ont du sens, ça coûte très cher parce que on peut pas, si on donne juste aux gens 200 €, ils ne peuvent pas vivre. Donc, si on veut un revenu qui soit un revenu avec lequel les gens peuvent vivre et que du coup, c'est un revenu universel, c'est irréaliste de pouvoir financer ça dans un pays comme la France. Alors, cela étant, on peut envisager peut-être des systèmes un peu plus sophistiqués et peut-être plus pertinents que le revenu universel pour tout le monde, etc., y compris des gens qui n'en ont pas besoin, qui sont très contents dans leur travail, etc. Donc, il pourrait très bien y avoir des systèmes de financement qui permettraient de financer des gens qui veulent se lancer dans des projets, etc., qui ont une valeur sociale, par exemple une valeur d'intérêt général. Je pense qu'il y a des choses potentiellement innovantes à faire et je pense que les personnes qui posent ces questions, plus généralement, dans l'auditoire, mais aussi plus généralement dans le débat public, pose une question importante, mais qui n'a pas une réponse facile. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a pas une réponse facile. Et dans le passé, ça a été souvent l'emploi rémunéré qui a été cette source d'insertion. Mais c'est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, dans certains emplois, ce n'est plus le cas et que l'engagement pourrait apporter cela. Et donc, je pense qu'il y a des solutions innovantes à trouver, mais que je ne suis pas sûre que le revenu universel pour tous soit suffisamment réaliste en fait, pour donner le jour à une telle société. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans un contexte qui nous permet de repenser l'économie, de repenser la relation au travail et à la productivité. Mais si on t'entend bien, ce que tu dis, c'est que tout ça, ça reste un petit peu théorique. En termes pratiques, pour les mettre en application, c'est peut-être pas si simple. Ouais. Donc, on n'a pas assez d'imagination pour trouver un système qui permettrait de supprimer le RSA et remplacer par un revenu semi-universel, mais pas pour tout le monde, pour pouvoir garder une partie des salariés qui préfèrent garder qui n'ont pas besoin de... C'est trouver, il faut de l'imagination pour ça. Pour l'instant, tu dis, on le trouve, on n'a pas la réponse. Il faut à la fois de l'imagination et puis par ailleurs, il y a cette idée qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens bien intentionnés qui voudraient faire ça, mais si on trouve si on avait par exemple un dispositif, si tu t'engages dans quelque chose d'intérêt général, tu peux avoir ce revenu. Il y a peut-être des gens qui, tout simplement, pour ne pas travailler, essaieraient d'avoir ce revenu. Donc, les choses sont souvent quand même assez compliquées. C'est-à-dire qu'il faut à la fois inciter les gens, mais aussi être conscient des dérives possibles. C'est pour ça que c'est toujours assez compliqué de dessiner les systèmes de protection sociale. Mais je pense que oui, il y a des choses à... Et je pense que les jeunes en particulier sont assez demandeurs de missions qui ont du sens. Donc, par exemple, tout ce qui est le service civique, etc., c'est des initiatives qui sont très bien. C'est-à-dire que... Et on a des membres de notre auditoire d'ailleurs qui nous rappellent que le revenu universel, ce n'était pas prévu pour ne pas travailler, c'était vraiment prévu pour avoir un minimum qui ne permette de ne pas tomber dans la pauvreté. Mais ce n'était pas l'idée, ce n'est pas de devenir oisif en fait. Donc merci de le rappeler. Justement, tu mentionnes les jeunes, on a quelques questions sur justement les jeunes. On a des questions quant à la possibilité pour eux de télétravailler quand ils n'ont pas encore mis le pied dans une organisation. On a des questions relatives au fait qu'on va avoir finalement 2 générations de jeunes demandeurs qui vont arriver simultanément. Comment les absorber ? Et on va commencer par ça déjà, parce que ça, c'est vraiment très préoccupant, je pense. C'est préoccupant. Étant donné aussi, quand on regardait tes courbes initiales qui montrent en France ces taux de chômage qui sont autrement plus importants pour les tranches d'âge les plus jeunes. Donc ça, c'est vraiment problématique.
c'est très préoccupant. Je pense que le gouvernement en est en partie conscient avec ce qu'il essaie de mettre en place, un jeune, une solution, etc. Mais c'est très préoccupant parce qu'en effet, bon, déjà, ça a été des années, à mon avis, une année de confinée là, très difficile pour beaucoup de jeunes. Et par ailleurs, à cela s'ajoutent les difficultés d'entrée sur le marché du travail. Je pense qu'il n'y a pas vraiment ça va être difficile. Enfin, c'est-à-dire que là, je suis pas. Je pense que tout va dépendre en partie de ce que va pouvoir faire l'État. Donc, par exemple, il y a quand même là en ce moment des primes à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans. Il y a des dispositifs de services civiques, etc., qui sont considérablement étendus. Je pense qu'il devrait y avoir un système de bourse très, très massif pour en fait à la fois permettre aux étudiants qui d'habitude avaient un petit boulot à côté pour financer leurs études, qui ne peuvent plus le faire, de ne pas lâcher les études, mais de quand même continuer les études grâce à une bourse. Et éventuellement à des étudiants qui n'arrivent pas à trouver leur premier emploi, de continuer des études, à se former en fait, parce que ça sera toujours ça de prix en quelque sorte, d'être bien formé. Donc je pense que la question du coût des études et de la vie des étudiants, de soutenir les étudiants en ce moment, elle est absolument primordiale. Et puis d'inciter, je pense vraiment que ça va passer par des dispositifs gouvernementaux d'incitation. À la fois, l'État peut lui-même créer des opportunités. Par exemple, on pense à la campagne de vaccination. On pourrait embaucher plein de jeunes pour faciliter ça, la prise de rendez-vous sur Internet, c'est extrêmement compliqué. On pourrait imaginer des centres où il y a des jeunes qui permettent d'échanger, de faire les rendez-vous, etc. Donc, il y a à la fois l'État pourrait organiser des opportunités très concrètes et puis des dispositifs de soutien financier, tout simplement. Hein, parce que quand on voit les queues devant les banques alimentaires, etc., il y a un vrai problème là, de revenus pour les jeunes en ce moment. Ça, c'est indéniable. On a une question toujours sur les jeunes un petit peu plus spécifique qui demande si les jeunes ne sont pas vraiment intéressés par les CDI aussi et préfèrent avoir des emplois à plus court terme. Est-ce que tu as plus de données sur le type d'emploi que recherchent les jeunes au niveau de la demande là? Je pense, alors je ne sais pas très précisément à l'instant T, mais je pense que de façon générale, les jeunes recherchent des CDI plutôt, parce qu'en fait, si on veut se loger, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un CDI, si on veut trouver un logement. Si on veut, pour tout un tas de démarches, c'est quand même beaucoup plus sécurisant d'avoir un CDI. Donc, il me semble que non, la plupart des jeunes, pour eux, le Graal, c'est justement d'obtenir un CDI. Et bien souvent, ils ne sont pas embauchés en CDI. Ils sont embauchés d'abord en stage, en CDD, etc., avec l'espoir que ça se transforme en CDI dès que possible. On a quelques questions sur les 35 heures. Est-ce qu'il y a une nécessité de repenser les 35 heures dans le contexte actuel pour la sortie de la crise? Est-ce que ça c'est une piste de réflexion pour redresser l'emploi potentiellement, ou est-ce que ce sont des choses qui sont discutées en termes de solutions? Alors, je ne sais pas si c'est discuté, mais je ne pense pas que ce soit une solution, un peu pour une raison assez... Enfin, c'est pas sûr que le problème, c'est que c'est pas sûr que ça marche pas aussi simplement que ça. C'est pas en enlevant un peu d'heures de travail à des gens que ça va en donner des heures à d'autres. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a des emplois détruits, d'autres créés, mais c'est pas forcément les mêmes personnes. C'est ça le problème. Donc, si pour les gens qui sont à l'heure actuelle en emploi, ont réduit leur temps de travail, ce n'est pas pour autant que parmi les personnes qui sont à la recherche d'emploi actuellement, elles vont pouvoir se substituer. Donc, je ne pense pas que le partage du temps de travail, autant je comprends la réflexion, même si je pense qu'elle est difficile, je comprends la réflexion sur l'idée de dire on peut travailler moins et s'engager dans d'autres projets, etc., que dont on discutait précédemment. Autant le fait de réduire la durée légale du travail, je ne pense pas que ça soit, je pense pas qu'il y ait vraiment de solution à chercher de ce côté-là. Et justement, ça nous ramène à nouveau à la question de la formation professionnelle à vie, hein, pour justement pouvoir s'adapter. Qu'en est-il des investissements, en particulier en France, sur ces formations, en fait, ces formations professionnelles à vie? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a vraiment des investissements et qu'est-ce qu'on peut attendre de cela à la sortie de la crise aussi? Alors,
Le gouvernement a quand même investi beaucoup dans la formation. Avant la pandémie, il avait mis en place, qui est toujours l'actualité, le plan investissement compétences. Donc ça, c'est quand même 10 milliards d'euros. Bon, évidemment, avec la pandémie, tous les montants paraissent minuscules, mais enfin, c'était pas minuscule, quoi. Voilà, c'est pas négligeable. Et donc, qui a vocation à former en particulier les gens assez éloignés du marché de l'emploi, donc les demandeurs d'emploi, par exemple, qui sont assez éloignés du marché de l'emploi, ou des jeunes, avec des dispositifs de formation vraiment très variés. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a aussi maintenant le compte formation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Après, comme je le disais, c'est souvent difficile. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois difficile de se former à l'âge adulte, c'est difficile d'avoir forcément les formations qui correspondent exactement aux attentes des recruteurs, etc. Donc, il y a un problème un peu d'adéquation entre ce que les recruteurs recherchent et ce que les formations proposent. Enfin, pas toujours, hein, mais il peut y avoir ce problème. Et puis, surtout, ce que je pense, c'est que le fond du problème, c'est en fait la formation initiale. C'est-à-dire que bien souvent, les échecs qu'il peut y avoir dans l'enseignement primaire, secondaire et lycée, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, beaucoup trop de jeunes qui sortent en fait du système scolaire avec vraiment plus que des lacunes, enfin, c'est-à-dire des vraies difficultés. C'est des compétences de base qui n'ont pas été acquises, et après on peut évidemment faire des formations tout au long de la vie, etc. Mais je pense que c'est important d'investir dans la formation tout au long de la vie, mais il ne faut pas négliger le fait que si on a une formation initiale réussie, ça va nous aider à nous adapter toute notre vie. C'est-à-dire que c'est quand même, on apprend à penser, on apprend les compétences un peu de base, quoi, mais qui sont très importantes et qui ne sont pas acquises par tous. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Et ça rejoint une autre question que l'on a là, justement, sur finalement le système éducatif et la façon dont c'est là que tout commence. Et les réformes qu'il faut envisager ou qui sont envisagées aujourd'hui en France. On a une de nos auditrices qui nous demande si on n'aurait pas intérêt à même arrêter certains types de formations qui ne sont pas vraiment alignés avec le type de polarisation en tant que tendance que tu montrais plus tôt, quoi, avec des métiers finalement qui sont les métiers du milieu qui vont être amenés à disparaître de plus en plus. Ouais. C'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il y a certaines formations où on se dit, oh là là, il n'y a aucun débouché, et il y a une masse d'étudiants. Quel est le problème ? Quel est le rôle de l'État là-dedans ? Est-ce que même d'un point de vue éthique, ça soulève quand même des problèmes de… C'est un problème parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En fait, ça va faire que beaucoup de personnes vont en fait occuper un emploi qui est en inadéquation avec leurs compétences, c'est-à-dire qu'elles se forment dans un certain domaine, puis bon, au bout d'un moment, elles réalisent qu'il n'y a pas d'emploi, et donc elles vont aller dans un métier pour lequel elles sont généralement surqualifiées, ou en tout cas, c'est en inadéquation, et avec, encore une fois, possible souffrance au travail que ça peut induire. Donc oui, je pense que après, ce qui est aussi assez compliqué, c'est qu'on forme… le système de formation n'est pas que fait pour être exactement les attentes des recruteurs à un instant T, parce que d'une part, ça évolue, et puis parfois, on se forme, comme je le disais, pour apprendre à penser, pour être un peu structuré. Donc, si on y allait par là, on supprimerait plein de matières où, en fait, par exemple, je sais pas, moi, au lycée, j'ai fait du latin, du grec, évidemment, ça ne va pas me servir au jour le jour, mais je ne regrette pas pour autant d'avoir fait. Donc, ça, c'est bon. C'est un peu un cas… anecdotique, mais donc c'est à la fois compliqué de maintenir des objectifs de formation qui sont un peu dictés par ce qu'on pense que ce qui est intéressant d'apprendre, et puis de la formation, et puis en effet les réalités du marché du travail. Donc c'est un juste milieu à trouver, mais très clairement c'est vrai qu'il y a certaines filières où il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport aux débouchés. Alors, on parle… Pardon, Henri Clotilde. Non, mais tu montres bien l'interdépendance entre les problèmes d'éducation et les problèmes de chômage. Ça, c'est très clair à partir même de l'école primaire, secondaire, etc., du collège et du lycée. Et si on n'arrive pas à sortir des diplômés qui auront le minimum de façon de penser, des bases nécessaires, on va avoir beaucoup de mal à trouver les jobs qui seront nécessaires pour satisfaire leurs attentes. Et en plus, je crois qu'il y a un décalage entre
la perte des jobs due à la digitalisation et à l'intelligence artificielle et la création de nouveaux. C'est bien de dire ça tue des jobs, mais on va recréer d'autres jobs, mais il y a un décalage dans le temps. Les nouveaux jobs, ça va prendre un certain temps pour trouver ces nouveaux jobs et pour avoir les gens nécessaires. Donc, et ça va accroître le chômage actuel. On aura ce décalage qui va créer plus de gens qui perdront leur job mais qui ne trouveront pas exactement le nouveau job qui convient à leur talent, et on aura en même temps une demande pour accélérer la modernisation de notre système de recrutement. Très clairement. Ouais, complètement. Alors, il y a une question qui essaie de regarder ça un petit peu au-delà de la France, qui est sur pourquoi est-ce que le taux de chômage en France est aussi élevé par rapport aux autres pays européens. Et je voudrais, moi, l'élargir un petit peu justement pour voir est-ce qu'il y a d'autres pays, notamment en Europe par exemple, où justement, au-delà du taux de chômage, cette préparation au métier de demain ou en tout cas au débouché est plus réussie et desquels on pourrait s'inspirer éventuellement. Donc, la question du taux de chômage, des comparaisons entre pays, elle est intéressante. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France a un taux de chômage plus élevé que, par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Mais en fait, tous ces pays sont confrontés au même problème. Simplement, ça se traduit un peu différemment. C'est-à-dire que, en fait, en France, on a un taux de chômage élevé parce qu'il y a des emplois très, très précaires qu'on décide de ne pas avoir, c'est-à-dire les mini-jobs. C'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, il y a des emplois où on peut être, c'est des emplois 0 heure. Alors, on n'est pas sûr, on doit être disponible, mais on n'est pas sûr de combien d'heures on va travailler, etc. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle les mini-jobs, c'est-à-dire des jobs vraiment très, très peu payés. En France, on a des emplois précaires, mais pas ce stade de précarisation. Et donc, évidemment, dans ces pays où il y a une assurance chômage moins généreuse, des emplois assez précaires, etc., le taux de chômage est plus faible. Mais fondamentalement, le problème est un peu le même. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui sont finalement qui travaillent peu, qui gagnent très peu par leur travail. Et c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est un problème encore un peu différent. C'est que le taux de chômage est très faible avant la pandémie, mais ils ont beaucoup de gens qui sont inactifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de chômage, il est calculé sur… on prend les gens qui ont un emploi, les gens qui cherchent un emploi, et on regarde la proportion de gens qui cherchent un emploi par rapport à la somme des gens qui ont un emploi, qui cherchent un emploi. Mais les gens qui sont inactifs, c'est-à-dire les retraités, les personnes qui ne travaillent pas, les femmes au foyer, toutes les personnes qui ne cherchent pas d'emploi, elles ne sont pas comptées. Voilà. Donc, aux États-Unis, des gens qui seraient chômeurs en France, bien souvent, donc c'est-à-dire inscrits à Pôle emploi, chômeurs, qui déclarent chercher un emploi, bien souvent aux États-Unis, en fait, ils ont carrément abandonné. Ils ne cherchent même pas d'emploi parce qu'ils sont découragés, parce que de toute façon, ils n'ont pas accès au chômage, parce que pour tout un tas de différentes raisons, parce que, voilà. Donc, on va avoir beaucoup plus d'inactifs. Donc, si on regarde à l'inverse le taux d'emploi, c'est-à-dire au lieu de regarder le chômage, on regarde juste les gens qui ont un emploi, on voit des différences entre pays bien moindres, notamment entre les États-Unis et la France. Donc, en fait, là, il n'y a pas un taux d'emploi si différent entre la France et les États-Unis, mais en France, on a plus de chômeurs et aux États-Unis, ils ont plus d'inactifs. Voilà. Je schématise un petit peu, mais c'est pour dire que… Donc, c'est vrai que la France a quand même un problème un peu spécifique qui est en partie lié à son droit du travail, à son coût du travail, etc. Il y a un taux de chômage dans les pays d'Europe du Sud, plus généralement, plus élevé, c'est vrai, mais les chiffres ont tendance à exagérer la différence avec d'autres pays. Donc, ça fait un point. Et sur la question de savoir quels pays sont les mieux préparés à assurer les emplois de demain, honnêtement, je n'ai pas de pays modèle en tête. Je pense que les pays qui savent bien faire la formation sont ceux qui vont avoir un peu une coudée d'avance. On parle souvent des pays scandinaves comme de pays modèles parce qu'en fait, dans leur système, c'est un peu… Pour avoir l'assurance chômage, il faut se former. C'est presque une conditionnalité. Et du coup, c'est vrai que, enfin, en tout cas, ils ont ce qu'on appelle les politiques actives du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a une sorte de… L'assurance chômage est en contrepartie de quelque chose de très actif. Et ça, c'est probablement assez efficace. Mais bon, chaque pays est différent. Je sais pas, je ne suis pas forcément… pessimiste sur la France, sur sa capacité à rebondir et à s'adapter. Et alors, si on va même un petit peu plus loin et qu'on pense aussi aux effets de la pandémie sur la mondialisation,
et la possibilité éventuellement de rapatrier certains emplois plus proches de chez nous. Est-ce que ça peut être aussi éventuellement une solution pour limiter la hausse du chômage à la sortie avec ces entreprises locales faisant peut-être plus faillite? Alors, la question de la mondialisation, c'est aussi une des inquiétudes, hein, c'est très clair sur le marché du travail. Alors, contrairement à ce que je disais pour l'automatisation, etc., autant le progrès technique n'a pas tendance à détruire des emplois parce qu'on en crée d'autres, autant la mondialisation, alors à l'échelle de la planète, en net, ça crée autant d'emplois que ça en détruit, mais à l'échelle des pays développés comme la France, la mondialisation, elle détruit des emplois. C'est clair que certaines tâches qui étaient effectuées en France ne le sont plus. Et il n'y a pas cet effet de productivité par lequel il y aurait d'autres emplois qui apparaissent pour compenser. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est une force qui est plus inquiétante. Après, dans quelle mesure il faut relocaliser? Ce qui est compliqué, c'est que les entreprises, elles font face à une concurrence internationale. Donc, la raison pour laquelle elles délocalisent, c'est que ça leur coûte moins cher de produire ailleurs et que ça leur permet d'être compétitives. Donc, en théorie, c'est une bonne idée de relocaliser, mais en pratique, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les entreprises puissent être compétitives sur le marché international. Donc, mais après, ce qu'on peut espérer, c'est que les consommateurs poussent pour le Made in France. C'est-à-dire que la seule façon de s'en sortir, c'est de se dire, si une entreprise relocalise, elle peut vendre ses produits un peu plus cher parce que le consommateur est prêt à payer une sorte de prime, un prix un peu plus élevé, pour quelque chose qui serait Made in France. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir un modèle où, en fait, même si ça coûte plus cher à l'entreprise de produire en France, elle reste compétitive parce qu'en fait, elle va sur un autre créneau, une sorte de niche. Un peu, on pourrait dire, voilà, et donc on pourrait dire ça se voit déjà, on le voit déjà maintenant. Et donc ça pourrait, voilà, ça peut être une solution éventuelle. Ouais. Et est-ce que, et là on reprend le télétravail, et est-ce que lorsque tout le monde se familiarise un petit peu mieux avec le télétravail, on peut aussi envisager des possibilités de travaux plus élevés en fait, dans la chaîne de rémunération qui se délocalisent dans d'autres pays que la France et qu'il y ait là justement une perte de main-d'œuvre à ce niveau-là? C'est une question intéressante. Je parlais justement voilà, tout à l'heure avec un collègue dont le frère travaille vient d'accepter un emploi pour une entreprise américaine, mais lui-même, il habite au Canada. Et donc, c'est un emploi 100% en télétravail. Et donc, je pense que ça ouvre tout un tas de questions, c'est-à-dire que le droit du travail qui s'applique, est-ce celui du pays de l'entreprise ou du pays où réside le salarié, quel système de protection sociale, etc. Donc, je pense que je pense que ça restera un phénomène assez marginal, c'est-à-dire que, mais ça, on est un peu dans la conjecture, donc je ne peux pas le garantir, mais voilà, je pense que ça restera quand même un phénomène assez marginal. Assez marginal, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres politiques publiques, en particulier au niveau de l'Europe? On a par exemple une question sur certaines règles liées à l'euro, au taux d'endettement, inflation, avec lesquelles on peut jouer pour soutenir l'emploi en Europe et en France. Est-ce qu'il y a d'autres leviers éventuellement? Donc, l'Europe fait déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même tous les plans de relance. Alors, j'ai évoqué dans la présentation essentiellement le soutien des gouvernements pendant l'année 2020, c'est-à-dire pendant la crise. Mais il y a aussi les plans de relance qui vont bientôt arriver. Donc, les plans de relance, qu'est-ce que c'est? C'est des investissements très, très importants de l'État pour essayer justement de créer les métiers de demain, donc d'investir dans les secteurs de l'énergie renouvelable, du numérique, etc. Et ces plans de relance, ils sont en partie à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des concertations au niveau européen, il y a quand même beaucoup d'efforts en fait qui a été fait au niveau européen et l'Europe a été quand même un acteur très important et continue d'être dans la lutte contre cette pandémie. Donc oui, je pense qu'il y a des leviers au niveau européen, très clairement, et ils ont été activés en grande partie. Et je pense que justement, je vais un petit peu finir par là, parce qu'on a une question, et ça nous ramène un petit peu à la première conférence qu'on a eue sur la nécessité de la transition écologique.
qu'en est-il vraiment de la création d'emplois dans ces emplois de demain? Parce qu'on en parle beaucoup, hein, pareil. Il y a beaucoup de conversations là-dessus, mais est-ce qu'il y a vraiment des opportunités là, justement, pour créer les emplois de demain, cette transition écologique? Qu'est-ce qu'on peut compter là-dessus? Oui, à titre personnel, en tout cas, je pense que c'est fondamental d'accélérer, de créer des emplois dans ce secteur. C'est un emploi où c'est un secteur où les emplois sont quand même assez qualifiés. Ça demande une certaine formation. On n'est pas sur des emplois très faiblement qualifiés. Donc, ça demande une action de l'État pour soit assurer les formations, inciter. C'est souvent un secteur où, au début, on peut faire des pertes. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qui a besoin un peu d'un coup de pouce gouvernemental. Après, c'est indéniable que c'est un secteur d'avenir et qu'il faut l'encourager au maximum. Mais dans le plan de relance français, il a très clairement cet objectif en tête, pas exclusivement. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent investi dans ce secteur et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que pour les jeunes qui sont en train là de choisir une formation, ceux qui veulent choisir une formation dans ce domaine, c'est une bonne idée. Je pense que c'est un secteur porteur sans aucun doute. Écoute, je voudrais te remercier de la part de tous nos auditeurs qui ont certainement apprécié cette description finalement basée sur des données que tu as collectées pendant plusieurs années pour arriver à nous donner une situation finalement relativement optimiste quand même, que ce soit sur le télétravail, que ce soit sur le marché de l'emploi. Il y aura peut-être des problèmes dans le temps, mais à terme, tu nous laisses sur une vision optimiste. Et on a besoin justement de recherches comme celle-là pour essayer de décoder un peu le futur, qu'est-ce que ça va être. Et finalement, dans le marasme actuel, tu nous dis, il y a quand même le rôle de l'État, par exemple, dans tout le cas, à maintes reprises, tu as mentionné comment l'État doit jouer un rôle, le fait, et peut-être a besoin de plus d'imagination pour trouver des solutions plus appropriées. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est une belle conclusion des conférences qu'on a eues cette année, puisque chaque fois, on essayait de réfléchir sur ce qui risque de se passer, que ce soit dans l'énergie ou dans la finance. Et là, tu nous apportes ton éclairage sur le travail qui nous concerne tous ici. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Catel qui fait un travail merveilleux de capturer les questions, les rassembler et les poser à Alexandra. Et je voudrais remercier aussi tous nos techniciens qui sont là et l'équipe d'Anna et de Julia, tous ceux qui sont derrière qu'on ne voit pas, mais qui nous ont aidés à réaliser ces conférences. En tout cas, on va continuer l'année prochaine et j'espère que ceux d'entre vous qui ont apprécié ces conférences, même en distanciel, seront avec nous l'année prochaine pour reprendre un cycle de conférences qui essaiera encore de regarder un petit peu sur le présent à la lumière de la recherche et des travaux d'exploration et surtout qui regarde un peu vers le futur. Merci à tous d'être là et merci en particulier à Alexandra. Merci à Catel aussi. Merci. Merci.